Pour bien travailler avec l'IA, il faut commencer à travailler sans l'IA. Vous prenez votre tâche, que ce soit un mail, que ce soit un plan, que ce soit des présentations, peu importe. Vous devez faire votre première version par vous-même. Vous devez vous confronter à la difficulté et surtout trompez-vous. Vraiment, plus vous allez faire d'erreurs, plus vous allez vous rendre compte que vous savez pas, que vous êtes trompé, etc. Plus vous allez vous interroger et plus ça va être fertile pour l'apprentissage. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Redelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Lucie Dorn, qui est autrice, podcasteuse, conférencière et formatrice, spécialiste de l'intelligence artificielle, du cerveau et des façons d'apprendre à l'ère numérique. Aujourd'hui, nous allons donc parler d'apprentissage et de santé cognitive à l'ère de l'intelligence artificielle. Bonjour Lucie, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci et je suis tellement ravie qu'on parle de ce sujet-là, au lieu d'entendre partout comment être plus productif avec l'IA. Pour une fois, voilà, comment est-ce qu'on fait pour apprendre, mémoriser, décider, garder le cap cognitif à l'ère de l'IA? Ça m'enchante, merci pour l'invitation. Eh ben avec grand plaisir, on va parler de la santé de notre cerveau, mais avant ça, j'aime bien en savoir un peu plus sur mes invités avant de plonger dans le grand bain de l'IA et de la santé cognitive. Lucie, tu as quel âge? Tu viens d'où? Et ils faisaient quoi tes parents? Alors j'ai 38 ans, j'ai grandi en Bourgogne dans une famille monoparentale avec une maman secrétaire qui avait très peu de diplômes et qui, comme elle aime le dire, elle a pas mal galéré dans sa vie professionnelle. Du coup, ça a façonné totalement, mon rapport aux études. Donc pour moi, avoir un diplôme, c'était le graal, c'était la seule sortie possible. Du coup, j'ai forcé le trait, j'ai fait 2 masters, un en sociopéda, un en maths et en informatique, parce que j'étais convaincue que ça allait me protéger. Et puis aujourd'hui, dans mon métier, je me rends compte qu'en fait, avec l'arrivée de l'IA, je dis presque l'inverse à tout le monde. Je dis: «Mais en fait, ce qui a la valeur, c'est pas tant le diplôme que vous allez avoir, mais c'est la compétence réelle que vous mettez derrière». Et je vois, trop de professionnels, que j'accompagne qui veulent un outil qui fasse à leur place parce qu'on est débordés, on n'a pas le temps, on est dans une société qui va très, très vite. Mais la grande question qui est derrière, mais alors à quelle est la valeur? Que devient notre valeur si on veut aller très vite et déléguer un maximum de choses aux outils? Absolument, ça fait partie des sujets qu'on va aborder ensemble, mais peut-être juste commencer un peu par un retour aux fondamentaux. On parle de santé cognitive, on parle de cognition. C'est quoi exactement? Comment tu définirais simplement ces termes? Alors je vais te répondre avec ma casquette de spécialiste de l'apprentissage, je suis pas une neuropsy. La cognition pour moi, c'est tout ce que va mobiliser notre cerveau pour comprendre, pour mémoriser, pour raisonner, décider, apprendre, créer. Voilà, ça va être notre système d'exploitation, Mmh. et c'est ce qui nous permet de faire autre chose que, d'être un simple robot qui va dérouler des procédures. Et du coup, quand on parle de santé cognitive, c'est quel est l'état de ce système-là, donc comment je crée, comment je décide, comment j'apprends et cetera, dans la durée. Est-ce qu'aujourd'hui, j'arrive encore à me concentrer, à retenir, à relier des idées, à commencer une tâche sans assistance, à supporter quand c'est un peu complexe? Ou à l'inverse, est-ce que je suis en permanence, en train de consommer des contenus courts, de zapper? Est-ce que j'ai du mal à me rappeler là où j'en étais? Ou est-ce que encore mon premier réflexe c'est, hem, je demande à un outil, peu importe l'outil, que ce soit Google, que ce soit une IA. Voilà, donc moi, c'est un peu ce que je regarde aujourd'hui, ces sujets avec ce prisme, comment on apprend? Qu'est-ce qui va consolider notre apprentissage, notre compétence? Et comment l'IA peut venir perturber ou dans certains cas renforcer nos mécanismes d'apprentissage? Alors, je vais être provocateur 2 secondes, mais à quoi ça sert d'apprendre alors que l'IA sait tout sur tout et elle est à notre disposition partout dans notre poche avec notre smartphone? On va beaucoup en parler, je pense, dans cet échange qu'on va avoir tous les 2. Il y a c'est une posture. Est-ce qu'aujourd'hui on est conducteur, ou est-ce qu'aujourd'hui on est passager? Mmh. Si on souhaite, être passager, alors oui, en effet, il n'y a pas de problème, on peut tout déléguer, on délègue, notre pensée, notre esprit critique. On est passager de la société, un pion, voilà, ça me fait un peu penser
comment on dit ça? Les non-player persona là dans Matrix. Je pense un peu à ça. Ou soit, en effet, on veut garder le contrôle sur la réflexion, sur l'esprit critique, sur, la manière dont on peut voir et interpréter le monde et là, pour le coup, oui, on a besoin d'apprendre parce qu'on a besoin de faire des connexions neuronales pour comprendre le monde qui l'entoure et l'interpréter à notre manière, qui n'est pas forcément la vraie manière parce qu'il y a pas de vérité, mais en tout cas, on garde le contrôle sur notre vision qu'on a du monde et sur les actions qu'on a dans ce monde parce que derrière, il y a des engagements aussi. Et quand tu observes aujourd'hui nos usages, est-ce que tu vois des changements importants dans la manière d'apprendre entre, la manière dont on apprenait il y a 10 ans et la manière dont on apprenait il y a 5 ans et aujourd'hui et à quoi ça va ressembler demain? J'ai un peu la sensation qu'il y a un basculement, il y a une espèce d'hyper vitesse dans laquelle on est tous très absorbés et j'ai l'impression qu'on va, d'un modèle où on construisait du savoir ou à un modèle où on consomme du savoir, où on consomme de la pensée. On consomme la pensée des autres beaucoup. Mais pour, apprendre, il faut forcément qu'il y ait, une friction, va falloir chercher, va falloir reformuler, va falloir se tromper, revenir sur le sujet plus tard, relier ce qu'on sait aujourd'hui à ce qu'on savait avant, mais ce qu'on peut-être à des nouvelles connaissances, compétences, même des choses qui sont en dehors du scope, de notre propre métier, hein. Nos loisirs, nos passions font aussi partie de notre manière de voir le monde et de notre apprentissage. En fait, tout ça, ça s'appelle les difficultés désirables. Ça a été théorisé par un chercheur qui s'appelle, Robert Bjork, dans les années 90, donc c'est pas du tout récent et il dit que, en gros, si tu veux apprendre quelque chose, les conditions nécessaires pour cet apprentissage, c'est, de chercher, de reformuler, de tester, d'espacer dans le temps. Tu vois, par exemple, je pense que toi, sur ton podcast, la première fois que tu as fait un épisode, puis aujourd'hui, je sais pas à combien tu en es, mais je crois à beaucoup d'épisodes. C'est ça, je pense que j'ai bientôt les 200 épisodes. 200? Entre toutes ces expériences d'épisodes, ça a été dur, ça a été compliqué. Il y a eu plein d'écueils, il y a eu plein de problèmes et je te vois hocher de la tête donc voilà, je sais que c'est le cas et tu as appris et bah, tu as appris dans la difficulté et donc c'est vraiment nécessaire, qu'on se confronte à des choses difficiles pour améliorer la mémorisation et le transfert à long terme. Ça veut dire qu'on peut pas apprendre s'il y a pas de difficulté. On peut pas, progresser dans la vie, dans la manière de voir le monde, s'il y a pas ces challenges, ces frictions justement, qui nous bloquent, mais qui nous permettent de progresser. C'est ça que j'entends, hein? C'est exactement ça, on a besoin de friction pour apprendre. Ce qui est fluide et confortable, ne va pas être encodé. Ce qui va résister va être encodé, mais on le voit dans la vie de tous les jours. Je sais pas, moi, je cherche l'adresse, d'un restaurant, par exemple. Je vais sur Google, je vois l'adresse du restaurant, je la rentre dans le GPS et le GPS va m'emmener au restaurant. Si je te demande demain, quelle était l'adresse du restaurant, il y a pas eu de friction, il y a très peu de probabilités pour que tu l'aies mémorisé. Alors, il peut y avoir un cas où tu vas te dire: «Ah mais oui, je connais cette rue parce que j'ai déjà vécu, par exemple, dans mon enfance, dans une rue qui avait un nom similaire». Donc tu vas avoir fait des connexions neuronales et donc du coup, forcément, il y aura eu un effort d'apprentissage à ce moment-là, mais sinon tu vas pas retenir. Ce que tu dis me fait penser à une anecdote, personnelle. Quand je lis, un livre, un roman policier par exemple, en version papier ou en version Kindle, quand je lis sur ma Kindle, je suis incapable de retenir le titre ou l'auteur du bouquin que je suis en train de lire, même si le bouquin est bon. Mais quand je le lis en version, papier, livre, parce qu'il est sur ma table de nuit, parce que je vois le titre, l'auteur et cetera, au quotidien, ça y est, je sais exactement ce que je lis. Et donc il y a des fois quand on me dit: «Bah, tiens, qu'est-ce que tu as lu récemment?» Bah, je sais pas parce que je l'ai lu sur ma Kindle et en fait je me souviens plus du tout de ce que j'ai lu. C'est-à-dire que le fait de voir, de mémoriser les choses, ça aide justement dans ce processus? C'est vachement intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plusieurs choses. Déjà, quand tu allumes ta Kindle j'ai pas de Kindle alors, écoute, je vais te dire ce que j'imagine ce que ça doit être, mais j'imagine que quand tu allumes ta Kindle, tu tombes directement sur la page où tu en étais. Voilà, tu tombes pas sur la page de titre. Absolument. Le donc ce quand on ouvre un livre, forcément, on commence tout le temps par la couverture. La première chose qu'on lit encore et encore, c'est la couverture. Mmh. Et aussi, en tout cas moi c'est ce que ça me fait, l'objet livre et c'est un objet émotionnel. C'est un objet, matériel qui est intégré dans mon environnement donc il a une valeur, émotionnelle dans ma vie de tous les jours.
Alors que je vois bien que les choses qui sont plus dématérialisées, je j'ai pas ce même rapport. Alors, je pense que ça doit vraiment jouer le fait qu'on travaille sur d'autres sens, tu vois? Je te dis ça, c'est pas j'ai pas de théorie précise sur le Mmh, non, sujet. bien sûr. C'est une intuition, mais j'ai l'impression que le plus on va mobiliser de sens et plus on va ancrer les choses et donc le côté, papier, matériel touché et manipulation parce que du coup tu as un effort. Je trouve que, tu vois, là, par contre, ça va revenir sur des propos que je vais avoir plus tard. Je réfléchis en même temps que tu me redonnes tes exemples. En fait, je vais beaucoup parler de friction cognitive avec toi et de diminution de la friction. Mais en fait, c'est pareil. Quand, tu lis un livre, papier et quand tu lis un livre sur Kindle, je pense que c'est plus, agréable, facile de lire sur Kindle parce qu'il y a une diminution, de la friction cognitive et donc Ouais, forcément, tu OK, as OK. moins certainement moins de mémorisation. Et justement, on va parler d'intelligence artificielle. Quand ChatGPT est sorti en novembre 2022, qu'est-ce que tu as pensé quand tu l'as eu entre les mains pour la première fois? Est-ce que tu t'es dit immédiatement: «Oh, ça va avoir un impact sur la santé cognitive et cetera», ou est-ce que, finalement tu étais plutôt emballée, plutôt réticente? C'était quoi ton état d'esprit en tout cas, au début de ce boom de l'intelligence artificielle générative? Moi, j'étais, ultra, emballée, excitée, enfin vraiment, je trouvais ça génial. Alors surtout parce que je te l'ai dit, j'ai un master en mathématiques et informatique et donc du coup, moi, parler avec les machines, je trouve ça génial. Enfin, chacun son point de vue. Moi, c'est le mien. J'aime vraiment cette interface homme-machine, cette capacité d'échanger avec les machines. J'adore l'algorithmique, j'adore la pensée, vraiment par strat, si, alors, sinon, et où. Voilà, c'est des choses qui me parlent bien et je me suis toujours dit toute ma vie: «Mais j'aimerais tellement que tout le monde puisse parler aux machines comme moi je le sais le faire», comme j'ai appris à le faire, hein, heu, parce que je trouve que c'est très intéressant. Donc forcément, voilà, ce côté, tu sais, quand on est dans la pédagogie, on voudrait que tout le monde ait accès au savoir, que tout le monde puisse apprendre. On a l'impression que, voilà, qu'apprendre c'est facile, mais parce qu'on a appris qu'à apprendre et que maintenant on oublie. Mais on oublie que c'est difficile d'apprendre à apprendre. Et donc tu es très excitée, très emballée, surtout quand, j'ai utilisé les IA génératives d'images puisque voilà, j'ai des tablettes graphiques, j'ai toujours aimé, la créativité. Donc là, je me disais: «Mais c'est incroyable, tout ce que j'ai Mmh. rêvé de faire dans toute ma vie va enfin être accessible». Enfin, je voyais vraiment le potentiel. Sachant que, je participais souvent à des concours d'innovation, donc je faisais souvent des salons d'innovation à Paris et sur un salon qui s'appelle Futur en scène, je dirais, en 2019, j'avais déjà vu les prémices de ça. Les prémices des LLM, j'avais déjà vu que c'était possible, de parler en langage naturel à une IA, d'avoir des retours. Alors c'était pas incroyable, fallait beaucoup articuler pour faire, par exemple, du speech to text, qui soit intelligible. Mais, j'avais un peu l'intuition, l'idée. La graine était plantée. Et puis au final, bah, quand je voyais les usages que les gens en faisaient, heu, bah, les gens n'avaient toujours pas compris forcément l'usage. Alors souvent, les premières choses que j'ai entendues sur ChatGPT, c'est nul. Alors que moi, je vois une révolution, je vois la chose qui va changer toute ma vie. Je Quand je suis née, il y avait pas internet, donc déjà quand j'ai vu internet arriver dans ma vie, je me suis dit: «Waouh, mais ça va changer le monde entier». J'avais une dizaine d'années, donc maintenant, je te dis pas, c'était vraiment la révolution tant attendue et encore une fois, je trouvais que les gens, ils étaient assez déçus, ils voyaient pas forcément l'utilité, le potentiel parce que oui, il faut faire un effort. Il y a une manière de parler avec une IA, c'est pas parce que tu peux lui parler comme je suis en train de te parler, là, dans cette discussion qu'en fait, on peut parler comme ça à une IA. Il y a une méthodologie et il y a un effort, encore une fois. Et aujourd'hui, l'IA, elle est clairement, omniprésente. On l'a, évidemment dans nos téléphones, nos montres connectées, nos ordinateurs, nos voitures et cetera. En quoi est-ce que ça change notre quotidien, la manière dont notre cerveau fonctionne et notre capacité d'apprentissage? Est-ce que, j'imagine que c'est comme tout, c'est une question d'équilibre, c'est pas ni bien ni mal, mais qu'est-ce que ça change pour toi?
Qu'est-ce que tu observes? Je trouve qu'on est dans une délégation. C'est-à-dire que, si on imagine un escalier, on l'IA pour moi, elle est tout au-dessus de l'escalier de la délégation cognitive. On a délégué le calcul à la calculatrice, notre, représentation spatiale, dans le GPS, les informations à Google et maintenant avec l'IA, on va déléguer notre rédaction, la synthèse, la réflexion et cetera. Hem, Tu vois, j'ai été surprise l'autre jour, je regardais les infos et je voyais que les nouveaux, robots humanoïdes, leur but, c'était de, entre autres, nous aider à décharger le lave-vaisselle. Et je me dis: «Tiens, c'est intéressant». On a déjà délégué le fait de laver la vaisselle à un lave-vaisselle et maintenant on délègue le fait de vider le lave-vaisselle à un robot. Heu et en fait, c'est cet escalier de délégation, bah, il y a plein de marches et tout le monde ne délègue pas de la même manière, mais ça m'interroge vachement. Heu, Moi, ce qui m'interpelle, c'est quand l'IA arrive avant notre cerveau. Ça, c'est la chose qui, moi, m'interpelle le plus. Hem, C'est-à-dire? L'IA va proposer un texte, elle va proposer un plan, elle va proposer une idée et c'est nous qui, après, une fois que l'IA aura réfléchi en premier, allons lire, corriger un peu, puis valider. Ça me dérange. Parce que tu vois, ce dont je t'ai parlé tout à l'heure sur les difficultés désirables, il y a une notion d'effort qui est nécessaire. Les études, actuellement sur le sujet en parlent beaucoup. Il est nécessaire, de réfléchir, donc d'activer dans notre cerveau, les zones, alpha, thêta, et cetera pour après avoir un ancrage, on va dire le plus efficace possible et si c'est l'IA qui génère en premier, en fait, on ne retient pas l'information. On la retient très peu ou beaucoup moins bien et finalement, on ne monte pas en compétence. Donc si toute ma journée, je fais que de l'IA, bah, en fait, finalement, je dégrade, ma capacité cognitive. Dans tes formations, dans tes interventions, tu parles d'un, je cite, «un contrat de dépendance» avec la technologie. Est-ce que tu peux développer? Ça veut dire quoi ce contrat de dépendance? Le contrat de dépendance, c'est l'idée qu'à chaque fois qu'on va, utiliser un outil, peu importe lequel, c'est pas forcément de l'IA, on va signer un contrat qui est pas très clair, hein, c'est un contrat, on va dire, tacite, où on va dire: «Bah, je prends cet outil, donc je paye pour l'outil», parce que souvent aussi il y a un échange monétaire. Mais je vais déléguer à l'outil cette fonction cognitive. Donc ouais, ce que je te disais, je délègue au GPS la navigation, je délègue au moteur de recherche, la mémoire des faits, je délègue au LLM la reformulation, la rédaction, la synthèse. Parfois même, je lui délègue ma réflexion. En ce moment, c'est ultra tendance, les modèles, qui poussent la réflexion et c'est très utilisé. Donc c'est ça le contrat de dépendance. C'est c'est pas, déléguer, c'est pas un problème en soi. Tu vas me dire: «Bah oui, mais moi Lucie, j'utilise, un GPS depuis 10 ans, je m'en fiche de la compétence, de la navigation», par exemple. Tu peux très bien me dire un truc comme ça. Mmh. Le problème, il est pas là. Le problème, il est que si, demain, bah, tu as plus de GPS et que tu n'es plus capable de t'orienter seul, que tu as pas, je sais pas, gardé l'habitude d'avoir des points de référence. Par exemple, moi, je sais que je suis extrêmement mauvaise en orientation, mais je me force à me faire des points d'ancrage visuel des lieux, pour ne pas me dire: «Mais je délègue tout à la technologie». J'essaye toujours d'entraîner, cette compétence, bah, on va dire, pour moi, c'est, la mémorisation spatiale. Quand tu parles de dépendance, souvent c'est pas une notion très positive, tu sais? On parle de dépendance affective, on parle de dépendance, physique ou psychique ou chimique et là, parler de dépendance technologique, le sous-titre n'est pas toujours très positif. C'est je suppose que ça engendre des problèmes, c'est ça, hein? Bah, ça peut je vais essayer de nuancer parce que je veux pas effrayer les gens qui nous écoutent. Aujourd'hui, les études sur ce sujet sont assez claires. Si on délègue, sa pensée à l'IA, donc ça veut dire si l'IA pense en premier et que nous, on vient juste pour corriger, il y a, un impact sur, notre capacité de mémorisation. Ça, je l'ai déjà dit, mais ça, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a un impact aussi sur notre capacité de réalisation. C'est-à-dire que si avant
sans l'IA, je faisais une tâche, imaginons, je la faisais sans avec juste avec mon cerveau, sans l'IA, et que cette tâche, je la, réussissais à 80, j'en sais rien, en, 10 minutes. Bah, il s'avère que si on prend l'habitude d'utiliser l'IA et qu'après, on veut refaire la tâche sans l'IA, et ben les ré le on va dire le résultat, la qualité de ce qu'on va produire va être moins bon, et en plus de ça, ça va être plus compliqué pour nous, ça va nous coûter plus, et donc ça va être vraiment un effort vachement plus dur. Hem, je pourrais te donner un exemple sur, la course à pied? Ouais. C'est pareil. Si, je suis habituée à faire de la course à pied. Tous les jours, je fais un petit peu de course à pied, pas grand-chose, je fais 2-3 kilomètres en course à pied. Bah, à chaque fois que je me remets à courir, c'est facile. Puis, je me blesse et puis je m'arrête pendant un certain temps et je reprends la course à pied une fois que je suis guérie. En fait, c'est un enfer. C'est un enfer de reprendre la course à pied à ce moment-là, et moins on va courir et plus tout va être dur. Donc à un moment, ça sera même plus le problème, la course à pied, le problème, ça sera monter les escaliers parce qu'on n'aura pas entraîné, nos muscles, et bah, là, c'est vraiment la même chose, la même métaphore pour le cerveau. C'est-à-dire que, la dépendance, elle peut être toxique à partir du moment où on se rend pas compte, de notre propre dégénérescence, et notre cerveau qui est quand même, assez feignant, si on lui dit: «Mais en fait, regarde cerveau, il y a un outil qui peut rédiger à ta place, penser à ta place, analyser à ta place», et qu'on s'habitue à ça, bien évidemment que le cerveau après il va dire: «Mais non, je vais pas faire l'effort». Bien sûr, c'est clair et net. C'est ce qu'il y a, il y a une étude qui parle de l'effet, boiling frog, donc la grenouille, tu sais, cette histoire de grenouille qu'on met dans l'eau. Quand tu la mets dans l'eau chaude, elle sort du de l'eau, mais quand tu mets de l'eau froide que tu fais chauffer, elle reste, elle se rend pas compte. Tu as tout compris, et je trouve que cette métaphore, elle est géniale. En effet, la grenouille dans l'eau bouillante, elle va tout de suite sortir, Mmh mh. mais la grenouille que tu mets dans un bain d'eau et puis qui chauffe, 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 doucement, à un moment, tu la cuis la grenouille et tu la manges. Et bah, en fait, c'est là, il y a une étude d'Oxford qui est sortie sur ce sujet et qui disait que, déjà au bout de 10 minutes de résolution de problème avec l'IA, dès qu'on va couper l'accès à l'IA, toujours dans la résolution de problème, bah, en fait, ils vont avoir tendance à abandonner plus vite et à y réussir moins bien que s'ils n'avaient pas eu d'IA. Donc il y a toujours des tests qui sont faits avant, après, enfin voilà. Mais c'est en fait, ça démotive. Heu, au début, on se dit: «Bah, j'ai pas l'IA, donc je suis obligée». C'est comme si, c'était un monde sans voiture. Dans un monde sans voiture, faire 10 kilomètres, 30 kilomètres à vélo, c'est pas un problème. Dans un monde avec voiture, qu'est-ce que tout le monde dit? La flemme. Ouais. Est-ce que toi, tu utilises l'IA dans ton quotidien? Et comment est-ce que tu appréhendes l'impact sur toi-même? C'est un peu le médecin qui s'autodiagnostique, hein. Mais tu as tout compris. En plus, j'ai un peu cette sensation, que les personnes qui sont un peu militantes, tu vois? Par exemple, je vois bien que moi, ce que je fais là, avec toi, pour moi, c'est un peu un acte militant. Mmh mh. Heu, bah, en fait, quand tu as ce type d'action militante, je pense que c'est parce que toi-même, tu as été la première victime. Et oui, oui, bien sûr, j'ai, je me suis rendu compte, moi qui adore apprendre, beaucoup lire et cetera, je me suis rendu compte qu'à force de beaucoup utiliser l'IA, j'avais plus trop envie de lire en entier, par exemple, les articles de recherche. J'avais plus trop envie, de faire de la recherche, documentaire comme ce que je pouvais faire avant que l'IA arrive, et je voyais bien qu'il y avait une espèce de, je vais revenir sur ce mot, de flemme qui commençait à s'insinuer en moi, et c'est là que j'ai commencé à vraiment commencer à étudier de plus en détail les recherches. Alors il y en a pas beaucoup, hem, mais je voulais savoir un peu, qu'est-ce qui se passait en moi. J'avais déjà noté, des choses bizarres, par exemple, alors rien à voir avec l'IA, plutôt avec, je dirais plutôt avec l'économie de l'attention. J'avais déjà noté que j'arrivais plus à regarder une vidéo YouTube. Pourquoi? Il se passe quoi? Au bout de, je sais pas, je dirais peut-être 5 minutes, 8 minutes max, j'en ai marre. Je m'ennuie, j'ai plus envie, je suis démotivée. Et je me rends compte, hein, que ce que je te raconte, c'est exactement la même chose que, le déchargement cognitif, c'est la même chose. Est-ce que c'est la même chose avec, les séries, Netflix, tu les regardes en vitesse x2 ou Plein de gens me demandent ça. Vous me faites peur, quelle image avez-vous de moi? Non, je le fais pas et je m'interdis de le faire. Mais, c'est pour tout.
Je m'interdis d'écouter, les vocaux WhatsApp en x2, je m'interdis de regarder les séries en x2, je m'interdis, de faire autre chose, quand par exemple je suis dans Netflix. Il y a un gros sujet en ce moment en fait, sur Netflix, ils se sont rendus compte que, les consommateurs de séries faisaient autre chose en même temps et donc du coup, ils essaient aussi de capter l'attention de ces gens-là. Enfin, c'est fou, ouais et mais je crois que j'ai la chance de travailler dans ce milieu-là et de me taper sur, tu vois, le avec la règle sur le bout des doigts dès que, je me rends compte que je dérive parce que ça peut aller très, très vite. Et je sais pas si tu as vu ce sujet, pardon de t'interrompre, on parlait de Netflix, juste pour finir la digression, sur le fait que Netflix s'est rendu compte que beaucoup de leur contenu était consommé dans les transports en commun et ça implique le fait que tu as moins de capacité de concentration et d'analyse et du coup, ils simplifient au maximum les scénarios avec des actions très simples, très faciles à comprendre et sans arrêt le personnage principal qui réexplique l'histoire, pour que quand tu es dans le bus, dans le métro, dans les transports, que ce soit, plus facile à comprendre, et ça impacte du coup, ça nivelle par le bas, en fait, la création artistique. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait, que les acteurs, se plaignaient là-dessus et je pense qu'il y a un vrai sujet, sur, la notion d'attention. Aujourd'hui, là, par exemple, moi, je m'intéresse à faire, de la communication sur les réseaux sociaux, mais parce que j'aime bien, tu vois, écrire des articles et tout, mais en fait, je me rends compte que les gens, Mmh. ils les lisent pas forcément. Donc je me dis: «OK, je vais essayer de capter l'attention». Mais en fait, tu as 3 secondes pour faire un hook. Voilà tout ce que je retiens de tout ce que je recherche. Tu as 3 secondes pour, sortir la phrase la plus impactante qui va accrocher la personne. Si en 3 secondes, tu as pas accroché la personne, personne regarde ton contenu, peu importe qu'il dure 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, ça n'accroche pas et c'est assez inquiétant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est comme si c'était une place publique et c'est celui qui va être le plus manipulateur finalement qui, aura l'intérêt des autres et non pas celui qui a le plus de choses à dire ou qui est le plus pertinent. Dans le cadre de ton métier, tu accompagnes des professionnels, des entreprises, des salariés, des particuliers aussi. Qu'est-ce qu'ils te disent sur l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Comment ils voient les choses? Il y a plusieurs cas de figure. J'ai un cas, qui me vient en tête où, souvent, ils me disent qu'ils ont peur d'être remplacés par l'IA. Clairement, c'est ce que j'ai, le plus souvent. En fait, au début, ils sont, ultra, excités, un peu comme moi, enchantés, je trouve pas le mot, mais c'est quand même assez incroyable l'IA, quand on comprend comment ça fonctionne. Et puis à un moment, ils se demandent, ils s'interrogent sur leur place, en fait. Mmh. Ils se disent: «Mais en fait, si, on a des assistants qui font les tâches à notre place, quelle est notre posture professionnelle? Quelle est notre place?» Donc donc j'ai ça. Bon après bien évidemment, il y a toujours tu sais, donc dans la théorie du crayon, je sais pas si tu connais cette théorie? Dans un crayon, tu as la mine, tu as la gomme et tu as le corps du crayon, puis tu as ce qu'il y a derrière la mine. Bon bah, j'ai forcément, ceux qui ne veulent pas l'utiliser, ceux qui, l'utilisent à outrance, donc forcément j'ai les 2 extrêmes et dans les 2 cas, ils passent à côté de quelque chose. Ceux qui ne veulent pas l'utiliser, ça impacte leur employabilité, très clairement. Ceux qui l'utilisent trop, ça impacte aussi leur employabilité parce que ça impacte leurs compétences. J'ai vu là, je crois que je l'ai lu aussi, qu'il y avait des retours en arrière sur, Mmh. des licenciements dans les entreprises parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, les IA, créaient, des hallucinations, qu'il y avait des erreurs et que, en fait l'humain, qui générait avec l'IA avait tendance à ne pas relire, hein, toujours cette fameuse flemme, toujours ce fameux déchargement cognitif et donc finalement ça impactait l'image de l'entreprise parce qu'il y avait plus d'erreurs dans les contenus, qu'avant qu'on utilise l'IA. Donc il y a un espèce de, retour en arrière. Mais, il y a un cli c'est clivant. Aujourd'hui dans les entreprises, c'est clivant. Il y a vraiment ceux qui l'utilisent et qui sont à l'aise, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui, savent pas bien. Et puis c'est compliqué parce que, ils ont pas tous les mêmes outils, on leur dit de faire très attention au shadow AI, mais en fait, il y a un énorme manque d'éducation aussi sur, qu'est-ce qui est autorisé à faire, qu'est-ce qu'on peut pas enfin faire ou pas faire. Voilà, donc c'est encore un peu dans le flou, même si les entreprises Et qu'est-ce qu'on peut faire pour bien travailler avec l'IA? C'est quoi les conseils que tu donnerais pour, vraiment faire en sorte d'utiliser l'IA intelligemment? moi, je suis vraiment dans l'approche, brain to LLM, à la position de LLM to brain, donc je vais décrire ce que je dis. Brain to LLM, c'est vraiment le cerveau avant l'IA générative. On parle plus d'IA générative de texte dans les entreprises avec lesquelles, je travaille.
Donc toujours réfléchir, toujours, avoir enfin structurer sa pensée, se forcer à structurer sa pensée, toujours vraiment, faire un maximum déjà dans notre tête. Alors moi, j'écris beaucoup, enfin ma manière à moi de penser, c'est beaucoup d'écrire. Donc d'écrire sur un document à part, un document Word, peu importe et après, de donner à l'IA. Donc la première Mmh. chose, c'est je structure ma pensée, 2, faut pas oublier qu'en fait, ces services-là, leur but, c'est qu'on parle avec eux. Leur but, c'est pas du tout qu'en 2 chats, on ait notre réponse, hein. Leur but, c'est vraiment de nous donner de nous habituer à cette conversation. Bon, déjà parce qu'en fait, quand on parle avec eux, on entraîne leurs algorithmes et en même temps, bah, tu vois, pour retourner dans cette notion un peu de dépendance, hein. Hem Et donc du coup, je pense qu'il faut, vraiment s'habituer à, prompter, j'avais pas encore prononcé le mot et tu vois, finalement, maintenant en 2026, on n'en parle plus trop, mais il faut s'habituer à structurer sa pensée et parler à l'IA de la manière la plus structurée, de manière à avoir un résultat le plus rapidement possible. Et clairement, moi-même, c'est ce que j'applique à moi-même, je me dis au bout de si je dépasse 2 ou 3 échanges sur un même point, c'est que j'ai mal prompté à la base et je sais que je suis en train de rentrer dans une discussion. Et mon conseil aussi, c'est pour les jeunes, aujourd'hui, à la limite, je vais dire, pour toi comme pour moi, bon, ça va nous impacter, on va peut-être devenir, de plus en plus bêtes, notre décrépitude, va peut-être s'accélérer, mais on aura toujours, je pense, en arrière-goût «Oui, mais je sais ce que c'est que l'effort d'apprendre». Parce qu'on a appris à apprendre et on a appris le coût de l'effort d'apprendre. Ce qui me fait le plus peur, c'est pour les plus jeunes qui aujourd'hui vivent dans ce monde où on fait pas l'effort d'apprendre. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt pour eux, aucun effort et ils comprennent pas. Moi, je comprends, hein, qu'ils se disent qu'il y a pas ré il y a enfin, que si ChatGPT fait tout pour eux, qu'ils ont pas de raison de faire d'efforts. Je comprends la logique initiale, mais c'est pas ça paye pas sur le long terme. Donc c'est ça, je pense, le sujet. Lucie, est-ce que c'est pas un peu un discours qu'on entend, qu'on a toujours entendu? Quand j'étais enfant à l'école dans les années 80, mes parents disaient: «Mais, déjà nous enfin, la génération des années 80 n'apprend pas de la même manière que la génération des années, 50, 60, 70» et leurs parents disaient ça et leurs grands-parents disaient ça, tu vois? Ce que je veux dire, c'est que quand tu passes d'une génération à une autre, les apprentissages évoluent, les attentes évoluent, la technologie évolue. Je c'est cet équilibre à trouver, tu vois, entre adaptation et comment est-ce qu'on fait pour continuer à progresser, à évoluer, à s'adapter à cette nouvelle société qui va être de plus en plus technologique, en Oui, fait? je suis d'accord, on a toujours entendu qu'on était plus bêtes que la génération d'avant. Moi aussi, je l'ai entendu. Là, c'est ce que tu essayes de dire entre les lignes. Je l'ai entendu souvent, parce qu'on n'apprend pas pareil, parce qu'en effet, pour mon grand-père qui était, prof des écoles, le fait que je ne connaisse pas mes fables de La Fontaine par cœur, pour lui, j'étais clairement bête, hein, voilà, typiquement. C'est parce que son domaine de référence, c'était ça. Heu et je vois aussi les jeunes d'aujourd'hui, bah, tu vois, je te dis, j'étais en train de m'intéresser au sujet des réseaux sociaux, de l'économie de l'attention et cetera et je me dis: «Mais waouh, ils sont super créatifs, ils inventent plein de trucs, ils rebondissent très vite» et cetera. Donc bien sûr que cette jeune génération, je suis pas inquiète pour elle dans la on va dire, fondamentalement parce qu'elle va rebondir. Mais je crois aussi que c'est notre rôle, nous, du coup, la vieille génération, si je fais une opposition, de les alerter, de les protéger, de dire: «Attention». Je crois que finalement, on pensait que nos parents étaient des rabat-joie, mais et bah, peut-être que c'est notre rôle d'être rabat-joie. Tu sais, tu me demandais tout à l'heure, qu'est-ce que je voyais sur le terrain? Je vois aussi de la paralysie décisionnelle. Aujourd'hui, je vois des gens qui arrivent plus à, alors c'est pas tout le monde, hein, c'est quelques cas, mais ça me surprend toujours, à faire quelque chose sans l'IA. Parce qu'ils ont pas confiance en eux et c'est pas, que c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est juste que l'outil fait tellement bien. Il est tellement super, c'est tellement mieux que ce qu'on fait. Bah, bien sûr qu'on a plus confiance en l'outil que nous-mêmes et je pense que j'aimerais prévenir ces jeunes et j'aimerais que, tu vois, les parents des auditeurs, enfin ceux qui ont des jeunes au collège ou au lycée, vraiment qu'ils les forcent à se rendre compte qu'en fait s'ils ont pas le goût de l'effort maintenant, après, ça va être vraiment dur. Alors, c'est réversible, il y a aucun problème, c'est réversible, c'est pas irréversible, c'est pas plus tu vas y enfin, on va pas être tous, stupides et débiles si on décide de reprendre, de retourner les choses. Mais ça prend du temps. Je, mmh,
j'écoutais l'autre jour une interview d'un monsieur qui parlait des addictions et de la drogue et qui tenait le même discours. Alors que tu vois, on n'est pas pour moi, selon moi, on n'est pas dans ce discours-là, mais peut-être qu'on l'est. Et qui expliquait que, il avait été addict à une certaine forme de drogue pendant des années et que pour, retourner le processus, il a mis plus d'1 an à se battre contre son addiction pour qu'au final, il retrouve un mode, cognitif normal, une manière de penser normale et qu'il soit plus, dans cette dépendance avec le produit, mais aussi dans sa capacité de réflexion. Voilà. Donc, est-ce que tout le monde voudra faire l'effort? Est-ce que tout le monde aura le courage de faire l'effort? Est-ce que ça vaut pas le coup de se protéger maintenant plutôt que de souffrir demain? Comment est-ce qu'on mesure sa santé cognitive à l'ère de l'IA? Je veux dire, ma santé physique, je peux la mesurer, j'ai mon rythme cardiaque, j'ai mon VO2 max quand je fais du sport, j'ai mon cycle de sommeil, et cetera. J'ai des indicateurs, je veux dire. Ma santé cognitive, comment est-ce que je la mesure? Alors, je crois que dans tes travaux, tu travailles avec une forme de Nutri-Score adapté à la cognition, c'est ça? Mmh, je me suis, grandement inspirée, hein, des travaux qui ont été faits sur, le Nutri-Score, pour essayer de faire un parallèle entre, le Nutri-Score, donc, les voilà, je sais pas si ça parle à tout le monde, les lettres A, B, C, D, E, qu'il y a sur, les aliments. Alors c'est pas sur tous les aliments, mais maintenant de plus en plus souvent et qui vont guider notre manière d'acheter, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont faire attention à acheter, des lettres A, B et pas trop de lettres C, D, E. Bah, je me suis dit: «Bah, c'est vraiment la même chose qu'il faudrait faire avec un score cognitif» que du coup j'ai appelé Cogniscore. Hem Et ce score cognitif, il est sur le même principe que le Nutri-Score. Plus c'est transformé, plus on comprend plus l'information est transformée, le raisonnement est transformé, la manière de l consommer l'information est transformée. Plus c'est transformé, plus le Nutri-Score, il est mauvais. Donc j'ai appelé ça le Cogniscore et donc j'ai mis en place un petit test sur mon site qui s'appelle, cogniscore.fr, où, on peut tester, sa dépendance aux outils. C'est un test, voilà, ça n'a pas de, ça a pas de valeur médicale, mais ça a une valeur d'éveil et de prise de conscience et donc, oui, plus tu vas, moins tu seras à la source de l'information et plus la source aura été, digérée, 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 plus ta lettre, elle sera mauvaise. Typiquement, TikTok, les notes sont assez mauvaises. Plus tu vas mettre un effort cognitif, du temps, une énergie pour comprendre, plus la note sera bonne. Tu parlais tout à l'heure des livres. C'est, toi comme moi, on partage, cette passion. Alors toi, à savoir, il me semble que c'est plus la presse. Tu es un grand, grand, grand lecteur de presse. Hem, Moi, j'aime les livres, j'aime vraiment l'objet livre, j'en ai beaucoup, beaucoup trop peut-être et je me suis rendu compte qu'en fait, dans un livre, c'était souvent répété et répété souvent, on revenait souvent sur les mêmes infos, on travaille vraiment, l'effort d'apprentissage et finalement, je peux moi, digérer un livre, et faire un post sur LinkedIn et vous dire, les 10 informations que j'ai apprises de ce livre. C'est possible que j'ultra digère une information, mais en fait, toi, tu vas rien retenir parce qu'on retient parce qu'il y a eu la répétition, on retient parce qu'il y a eu la mise en situation, il a donné des exemples, du contexte. Si les informations, elles sont hors contexte, ça ne fait pas sens. Tu vois, depuis tout à l'heure, on a cette interview, qu'on a toi comme moi préparée, mais on ne fait que raconter des anecdotes de contexte parce que c'est le contexte qui fait sens, ce n'est pas ce qu'on dit finalement. C'est comment on lit ce qu'on dit à ce qu'on vit. Qu'est-ce que tu aimes, Lucie, dans ton travail, dans tes recherches? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te pousse à sortir du lit le matin? Je crois que ce que j'aime le plus maintenant dans ma vie, c'est de me rendre compte tout ce que je ne sais pas. C'est fou, je pense que, avoir fait des études, tu vois, on reboucle sur notre intro, mais, j'étais tellement fière, je me disais: «Ah mais je sais tellement de choses». Alors sur mon domaine, hein, qui est toujours l'apprentissage, je suis fortement ignorante sur plein d'autres sujets, heu et hem et maintenant, plus j'avance et plus j'étends un peu mes connexions sur d'autres domaines, plus je me rends compte des patterns, je me rends compte des choses qui se répètent, dans plusieurs domaines. Donc j'adore ce truc-là de faire des parallèles et surtout, je crois que j'adore me rendre compte à quel point j'ai eu tort, à quel point, j'ai été dans l'ignorance. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est, apprendre bien évidemment, c'est mon métier et je crois que ce sera vraiment tout ce que j'aimerais toute ma vie et
et me rendre de plus en plus compte en vieillissant que finalement, je ne sais pas grand-chose. Parfait, très bien. Ben, merci beaucoup, Lucie. Alors, on arrive bientôt à la fin de notre épisode. Avant de conclure, je te propose de participer à un petit exercice très concret. Si nos auditeurs ne devaient retenir que 3 choses de notre échange, qu'est-ce qui leur serait vraiment utile dès demain? Du concret, hein, pas de théorie, pas d'autopromo. 3 décisions, 3 conseils, 3 idées clés, ce qui peut changer la manière de travailler ou d'aborder l'IA. Je t'écoute. Pour moi, la première chose, pour bien travailler avec l'IA, faut commencer à travailler sans l'IA et je le répéterai jamais assez. Vous prenez votre tâche, que ce soit un mail, que ce soit un plan, que ce soit, des présentations, peu importe, vous devez faire votre première version par vous-même. Vous devez vous confronter à la difficulté, heu et surtout trompez-vous. Vraiment, plus vous allez faire d'erreurs, plus vous allez vous rendre compte que, bah, vous savez pas, que vous êtes trompé et cetera, plus vous allez vous interroger et plus ça va être fertile pour l'apprentissage. Donc en gros, avant même d'aller courir sur le tapis de course, déjà marchez tous les jours par vous-même sans outils. Après on passera au tapis de course. Parce qu'en fait, c'est pas, l'IA qui a besoin d'entraînement, c'est votre cerveau et aujourd'hui, malheureusement, on fait beaucoup plus entraîner les IA qu'entraîner notre cerveau. 2, est-ce que je suis en posture active ou est-ce que je suis en posture passive? Donc est-ce que je suis en train de penser par moi-même ou est-ce que je suis en train de consommer la pensée de quelqu'un d'autre? Mhm. À chaque fois que vous allez lire quelque chose, que vous scrollez, que vous allez utiliser l'IA, demandez-vous, heu, d'où vient cette info? Donc, on va sur la pensée critique là, hein. D'où vient cette info? Hem Est-ce que je peux recouper cette info avec une autre info? Typiquement, moi, j'utilise pas une seule IA, c'est hors de question. Donc, si j'utilise, une IA sur un sujet, bah, je vais aller croiser les infos de cette IA avec un autre modèle. Et puis je vais surtout m'interroger sur, la validité. Heu, je vais être très honnête, hein, le nombre de fois encore aujourd'hui où l'IA me dit des choses alors que je sais prompter, alors que je réfléchis, alors que je lui donne un texte avant, donc je sais que j'ai maîtrisé mon truc. L'IA va me donner quelque chose de faux, ça arrive encore tout le temps et c'est pas que les modèles sont pas assez entraînés, qu'elles hallucinent et cetera. Non, non, c'est parce que moi, dans mon prompt, j'ai mis un biais ou j'ai mal posé la question, l'IA a interprété ce que j'ai dit et donc finalement, bah, en fait, ça crée des erreurs et ça, faut en avoir conscience. Donc toujours, toujours, toujours garder l'esprit critique. Conseil numéro 2. Parfait. Et le troisième? Conseil numéro 3, c'est le vide. En fait, aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le vide. Je me balade en forêt, j'ai mon casque sur les oreilles, quand je suis pas dans la musique, j'ai mes copains qui m'appellent, quand, ils m'appellent pas, je suis sur Instagram et je scrolle en marchant. Ce qu'on disait tout à l'heure sur Netflix en même temps qu'on fait autre chose. Enfin voilà, tu l'as très bien dit, c'est des études qui sont en train de remonter là-dessus. Hem, Stop. En fait, le vide. Le vide, c'est nécessaire. Notre cerveau, pour qu'il construise les informations, il lui faut du vide. Et ne me dites pas: «Vous dormez la nuit». Ce n'est pas ce vide-là dont je parle. Je parle vraiment, je sais pas si vous avez noté, mais souvent on a des super idées, quand on est en voiture, et qu'on n'a pas la radio ou quand on est sous la douche. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé? Absolument. Ben voilà, le vide. Et Laissez du vide. je renvoie d'ailleurs, nos auditeurs à une, conférence TED, alors c'est en anglais je pense, mais qui fait justement l'apologie, du vide, de l'ennui et qui explique comment, l'ennui peut, susciter les idées les plus brillantes. En anglais ça s'appelle «How boredom can lead to your most brilliant ideas» et vous pouvez faire une recherche sur le site web de TED, parce que ça crée des connexions justement entre les synapses et ça permet d'un seul coup de libérer son cerveau. Bah, c'est assez inconfortable le vide dans la vie, c'est vrai. Mais c'est OK. Faut laisser ce vide-là, se faire être, avoir sa place, peu importe. Moi, mon métier, c'est de parler, donc j'ai toujours cette sensation que plus je parle et meilleure je serai. Bah et je m'en suis encore rendu compte, tu vois, là, dans notre échange, je me refais la réflexion personnelle. Laisse plus de vide. Exactement. Très bien, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Lucie. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle d'Éric Hazan, qui est cofondateur d'un fonds d'investissement et co-auteur du livre Faut-il encore décider? Est-ce que tu es prête? Allez. Alors, on écoute sa question. La question que j'ai en tête, elle est un peu liée, à l'esprit, de l'intersection entre l'intelligence artificielle et la décision et ce serait peut-être si une IA devenait systématiquement meilleure que toi dans tes décisions, jusqu'où serais-tu prêt à lui faire confiance?
Ça recoupe en plus la question que moi j'avais en tête pour, le prochain invité, donc c'est assez drôle. Je suis pas d'accord avec le postulat initial. Je ne crois pas, que l'IA puisse être systématiquement meilleure que moi dans mes décisions. Parce que je pense que ce qui fait, moi, c'est certainement mes imperfections d'humaine, c'est certainement, mes liaisons ou, mes interprétations, donc c'est toute mon expérience, donc c'est tout ce que j'ai vécu, et l'IA n'est pas moi. Elle peut avoir toutes les données de la planète Terre, donc dans toutes les données de la planète Terre, elle a forcément les données que j'ai vécues, j'imagine. Mmh. Mais elle a pas la manière dont je l'ai vécu avec l'interprétation et cetera, donc si on me disait: «Cette IA est systématiquement meilleure que toi», déjà ce postulat, je le refuse. Je n'y crois pas et je crois que c'est aussi là que je retrouve ma propre valeur, à me dire: «Mais en fait, je ne veux pas être lissée, je ne veux pas avoir, je ne veux pas que mon discours soit lissé par une machine qui écrive mieux que moi de la manière la plus universelle». Parce que mieux que moi dans quel contexte? Toi, tu vas trouver ça bien, quelqu'un d'autre va trouver ça moins bien, enfin ça n'a aucune valeur. Donc finalement, je crois que cette question, elle me replonge dans ma valeur en tant qu'individu, dans ma différence en tant qu'individu et ça me donne encore plus envie, si un jour on me disait ça me donnerait encore plus envie de montrer à quel point moi, Lucy Dorn, je me sens bien différente, de ce qu'une machine peut penser de manière, très lissée. Très bien. Alors à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? La compétence. J'aimerais demander au prochain invité, dans un monde où finalement, les machines, d'une manière générale, font de plus en plus de tâches à notre place, dans un monde où on conclut de plus en plus de contrats de dépendance avec les outils, peu importe lesquels ils sont, IA ou pas. Quelle est, la compétence humaine non négociable pour toi et sur laquelle tu ne feras aucun compromis, que tu ne délègueras jamais à une machine? Très bien, eh ben, c'est parfait. Bah, merci beaucoup de ta participation. Lucie, je rappelle que tu es autrice, podcasteuse, conférencière et formatrice. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.